Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique, avec Abdourahmane Dia. Bonsoir et bienvenue à tous dans Focus Sahel, l'émission de VOA Afrique qui vous offre une perspective unique sur cette région. Au sommaire de cette émission ce soir, série de dissolutions d'organisations de la société civile au Mali, une situation qui inquiète des acteurs de la société civile. S'agit-il d'une restriction des libertés ou d'une volonté de mettre de l'ordre dans l'espace public ? Nous irons à Bamako pour essayer d'en savoir plus. Le groupe paramilitaire russe Wagner devient un corps expéditionnaire sous contrôle du renseignement militaire selon un rapport d'un centre de réflexion britannique. Et pour le fait de la semaine, nous irons au Sénégal qui a élu dimanche un nouveau président. Bassirou Diomaye Faye a fait sa première sortie lundi. Et pour la note positive, nous ferons cap sur le Burkina Faso où musulmans et chrétiens se sont retrouvés autour d'un repas de rupture de jeûne pour consolider le vivre ensemble. Merci de rester fidèles à VOA Afrique. Focus Sahel, c'est tout de suite sur nos stations FM, nos chaînes partenaires, sur voaafrique.com et en direct sur notre page Facebook. Au Mali donc, en moins d'une année, ce sont un parti politique, une organisation de veille électorale et 3 associations, dont une se réclamant de l'imam Mahmoud Dicko, qui ont été dissous par les autorités de la transition. L'association des élèves et étudiants du Mali, la dernière à être sanctionnée par les autorités de transition, fait de la résistance. Reportage à Bamako de notre correspondant sur place, Mohamed Danyoko. Ce jeudi 21 mars, le siège de l'association des étudiants et élèves du Mali, Sis Abdalabougou, est désespérément vide et présente un visage inhabituel. Ce jour-là, seul le vigile et un policier occupent les lieux, conséquence de la dissolution de l'organisation le 13 mars dernier par les autorités qui disent vouloir pacifier l'espace scolaire et universitaire. Prenant connaissance des dernières évolutions judiciaires de la dissolution de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali, Nouhoum Togo, membre du cadre des anciens de l'AIM, note son désaccord avec cette décision des autorités. Quand nous sommes dans un état de droit, s'il y a l'excès de pouvoir, c'est au niveau du juge administratif qu'il faut attaquer la décision. Pour nous, il fallait situer la responsabilité au lieu de casser au moins la mémoire du mouvement démocratique, le symbole du mouvement démocratique. Et le président va encore déposer des gerbes de fleurs le 26 mars devant donc, le monument des martyrs. Et pour nous, franchement, ça se voit pas bien. L'une des rares voix à dénoncer et déplorer cette tendance systémique de dissolution de partis et d'associations est la Commission nationale des droits de l'homme qui estime que ces décisions sont contraires au texte en vigueur. Ce sont des libertés qui sont certes susceptibles de réglementation. Il y a des lois de la République qui régissent le fonctionnement des associations et des partis politiques, et notamment lorsque les partis ou les associations sont constitués sur la base de mouvements armés ou lorsque les populations prennent des armes contre l'État, contre les pays. Ce sont des cas légitimes où on peut dissoudre. Mais dans d'autres cas, il est souhaitable vraiment de respecter les libertés d'expression, d'opinion et d'association. Dans une dynamique de refondation et de dialogue intermalien, des citoyens comprennent très mal ces décisions des autorités de la transition. Les autorités de la transition, plus précisément le colonel Assimi Goïta et ses camarades d'armes, sont quand même dans une dynamique de refonder ce pays. Pour la refondation du Mali, je pense que ces associations dissoutes aujourd'hui ont leur mot à dire. Donc pour qu'ils ne soient pas filtrés, il faudra les impliquer dans tous les processus de la réconciliation. La Commission nationale des droits de l'homme entend jouer son rôle à chaque fois que les droits de l'homme ne seront pas respectés. Les défenseurs des droits de l'homme ne sont contre aucun régime. Seulement, les défenseurs des droits de l'homme ont pour tâche
en vertu de leur mandat légal, de veiller au respect et à la protection des droits de toute personne qui réside sur le territoire malien, y compris certaines autorités à certains moments. C'est dire simplement en conclusion que le respect et la protection des droits de l'homme constituent la meilleure garantie juridique et judiciaire pour les faibles et pour les puissants. D'accord dans un premier temps pour se prononcer, le président de la CMAS de l'imam Mahmoud Dicko n'a plus donné suite à nos sollicitations. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Voilà, merci beaucoup. Et justement, nous sommes en ligne de Bamako avec Mohamed Danyoko, un de nos correspondants sur place qui a réalisé donc ce reportage que vous venez de suivre. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, Abdelrahman. Alors, on commence par cette dernière actualité qui vient de tomber d'ailleurs. Les autorités maliennes qui ont interdit dans la région de Bamako les activités d'une coalition d'opposants qui a été créée récemment. Il s'agit de la synergie d'action pour le Mali, invoquant ainsi des menaces de troubles à l'ordre public. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Oui, effectivement, Abdelrahman, c'est seulement hier que le gouvernorat du district de Bamako a pris cette décision, disant craindre, n'est-ce pas, des troubles à l'ordre public et dans ce contexte d'insécurité, les actions que pourront mener la synergie d'action pour le Mali. Et sauf que la synergie n'a pas attendu longtemps, elle vient de faire un communiqué aujourd'hui même, en début d'après-midi, pour dire qu'elle rejetait cette décision du gouvernorat qui, selon elle, est illégale et illégitime. Et toujours selon la synergie, cette décision du gouvernorat viole la liberté d'expression et d'association qui sont garanties au Mali. Et plus loin, dans le communiqué, la synergie évoque le fait que la transition, théoriquement, devrait prendre fin ce 26 mars si l'on s'en tient, n'est-ce pas, au décret pris le 6 juin 2022 qui stipule que la durée de la transition est fixée à 24 mois pour compter du 26 mars 2022 au 26 mars 2024. Et donc, pour terminer, la synergie demande aujourd'hui, face à ce qu'elle appelle vide juridique, qu'il y ait une transition civile. Alors avant de vous laisser partir, Mohamed, on va parler un peu de l'association des élèves et étudiants du Mali. On sait que les associations estudiantines jouent un rôle important dans l'animation, disons, et la vie du campus social. Pour le cas du Mali, pourquoi l'AEM est importante ? Et oui, l'AIM est importante, ça il faut le dire déjà, parce que déjà ceux qui ont le bac pour la toute première fois, quand ils viennent au niveau de l'université, surtout, c'est là-bas où l'AIM se fait beaucoup sentir en termes de conseils, en termes d'orientation de nouveaux bacheliers. L'AIM joue ce rôle-là. Mais à côté de cela aussi, l'AIM, c'est en tout cas au fil des années, n'est-ce pas, laissé en tout cas entraîner dans une spirale de violence qui a donné une mauvaise image à cette association. Et on se souvient que même la suspension des activités de l'AIM est partie d'une violence inouïe qui a en tout cas coûté la vie à un étudiant, et c'est suite à cela que d'ailleurs cette association a été dissoute. Donc l'AIM est certes importante, mais aujourd'hui il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de dérives qui ont amené à cette décision. Mais sauf qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour demander une réorganisation, parce qu'on estime que dans le milieu scolaire et universitaire, il faudrait, n'est-ce pas, une association au nom des étudiants et des élèves pour défendre leurs intérêts matériels et moraux. Et donc, c'est cette réflexion qui est en tout cas en cours, et puis de plus en plus les gens revendiquent en tout cas une nouvelle fois d'AIM. Merci beaucoup Mohamed Danyoko, un de nos correspondants au Mali. Et pour une analyse, nous sommes toujours en ligne de la capitale malienne avec le docteur Ali Tounkara, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques CE3S. Docteur Tounkara, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'il y a, selon vous, un recul des libertés, ou s'agit-il d'assainir l'espace public avec des associations qui ne respecteraient pas leur cahier de charges? Alors, c'est vrai que lorsqu'on regarde la situation qui prévaut au Mali, elle est quand même une situation qui nécessite une lecture beaucoup plus axée sur l'objectivité et les finalités recherchées par l'élite militaire au pouvoir qui procède ça et là, par la dissolution d'un certain nombre de groupements, d'associations, voire d'observatoires. Si vous regardez aujourd'hui le contexte malien, qui est quand même caractérisé à la fois par une crise sécuritaire, une crise financière, voire une crise énergétique, faut-il
difficile au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté d'association, de laisser les acteurs d'agir tout en sachant que l'agir de ceux-ci pourrait aboutir à un nouveau soulèvement et qui pourrait même marquer une fin irrévocable de la marche de la transition en cours. Ce sont ces hypothèses aujourd'hui qui sont émises par les militaires au pouvoir et qui sous-tendraient aussi le pourquoi de cette liée vers un certain nombre d'associations étiquetées par ces officiers de pouvoir comme hostiles à la bonne marche de la transition. Alors, donc selon vous, le contexte sécuritaire justifie un peu ce que certains considèrent comme une restriction des libertés? Et clairement, si vous regardez, y compris dans les grandes démocraties, lorsque les États sont aux abois et de surcroît sur le plan sécuritaire, des privations et des sacrifices sont quand même consentis. On a vu avec des grandes démocraties comme la France, les États-Unis, la dissolution d'un certain nombre d'associations, la dissolution même, ou même la déchéance de nationalité de certains individus qui avaient été jugés par ces États fortement engagés dans la démocratie comme des acteurs qui constitueraient une sorte de menace à la République, une sorte de menace justement à la saisie même du pays. Donc je pense que les autorités militaires à la tête du Mali aujourd'hui sont dans une telle dynamique. Elles sont certes pour le respect des libertés fondamentales, des droits fondamentaux, mais dans le même temps, elles sont soucieuses à les entendre, à les encourager, du maintien du minimum. L'État du Mali, il est quand même aujourd'hui aux abois. Tout attroupement ou toutes sortes d'appels à des manifestations pourraient amener cette transition justement à assister à ses propres funérailles. D'où des craintes qui sont émises par les militaires au pouvoir. D'accord, mais alors comment est-ce que les autorités peuvent équilibrer cette nécessité de protection des libertés, mais également le besoin pour l'État d'exercer son rôle régalien de sécurisation du pays? Est-ce qu'il y a forcément une contradiction entre les deux? Alors, clairement, l'équilibre est aujourd'hui une nécessité absolue dans le contexte malien, c'est ce qui manquerait d'ailleurs à la transition. Le fait qu'elle ne soit pas suffisamment dans une pédagogie comprise et dans une démarche qui soit partagée par un certain nombre d'associations, par un certain nombre de groupements politiques. Ici, aujourd'hui, cette transition s'inscrit dans un rapport dialogique avec les acteurs, y compris ceux étiquetés comme hostile à la bonne marche de la transition. Je pense en l'occurrence à l'imam Diko, et également à certains acteurs de la coordination du mouvement Lazawad, y compris les différentes associations qui ont été dissoutes ces derniers temps. Et donc je pense qu'il est extrêmement important que l'on comprenne l'horizon fixé par cette transition et également quelles sont les finalités au bout du tunnel. Mais lorsque la temporalité et l'horizon d'une transition demeure flou, naturellement certains acteurs pourraient être tentés de la remettre en cause, certains acteurs pourraient être même amenés de douter de la bonne foi de l'élite militaire au pouvoir. Il semble que dans le contexte malien, la pédagogie et la méthode sont loin de faire consensus. D'accord. De voix discordantes, ça et là, demandant à une mise fin irrévocable à cette transition que ces acteurs estimeraient qu'il y a autant duré. D'accord. Alors, docteur Tunkara, est-ce que vous voyez une issue heureuse, disons, à ces questions et peut-être voir même certaines de ces associations retrouver leur récépissé, si on peut dire ainsi? Alors, il est difficile, au regard de ce qui se passe sous nos yeux, d'imaginer qu'un jour, ces différentes associations dissoutes pourraient être amenées de retrouver de nouveau les ressusciter, donc leur existence officielle auprès des autorités. Du moment avec les mêmes objectifs, avec les mêmes acteurs à la tête, cela est difficile. Mais l'espace reste quand même permis. Si vous regardez un peu les inquiétudes qui sont soulevées par les militaires au pouvoir, sans aucune forme d'escalade émotionnelle, sont quand même des inquiétudes qui sont plausibles. Aujourd'hui, laisser les Maliens et les Maliennes, par exemple, manifester leur mécontentement vis-à-vis de la crise énergétique, c'est une évidence. Mais cela pourrait, à coup sûr, amener les autorités à assister justement à difficultés
rapidement, donc elles auraient toute la matière pour le cinéma. Je pense que ce sont ces craintes aujourd'hui qui sous-tendraient un peu l'attitude de l'élite militaire au pouvoir. Mais dans le même temps, l'autre parti aussi, qui n'est pas d'accord avec la marche, il serait quand même évident que le militaire au pouvoir soit davantage à l'écoute de la pluralité de la pensée, même de voix discordantes, celles qui le contesteraient, celles qui demanderaient même la fin de la transition. Une fois que tout cela est réuni, peut-on dire que l'espoir est permis dans un Mali prospère, dans un Mali qui pourrait retrouver la paix dans le temps. D'accord, merci beaucoup, docteur Ali Tunkara. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques CE3S. Alors nous avons deux réactions que je voudrais lire avant de marquer une petite pause. Charles Bazema nous dit que si ces organisations sont à la base du sous-développement du pays ou encore de l'insécurité, alors leur dissolution est bienvenue. Maintenant, si c'est juste pour faire taire des voix critiques, alors cette manière de faire n'est pas bénéfique pour le pays car il faut tout le monde pour construire un pays solide et une paix durable. Et puis Ousseini Sadbado, il nous dit que le Mali est un État souverain et a le plein droit de dissoudre les associations fantômes et terroristes. Voilà, on se retrouve dans quelques instants. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. La Russie a rebaptisé son groupe paramilitaire Wagner en corps expéditionnaire, désormais sous le contrôle du service de renseignement militaire de Moscou. Cette force offre un programme de survie au régime autocratique en Afrique selon un rapport du Royal United Services Institute de la Grande-Bretagne. Henri Rituel nous en dit plus et c'est un récit de Mamadou Mfa. Le groupe paramilitaire russe Wagner a été actif dans plusieurs pays africains, notamment en Libye, où ses combattants ont aidé le général Khalifa Haftar en échange d'un accès au pétrole et au gaz libyen. Ils ont souvent été accusés de commettre des violations des droits de l'homme. En juin de l'année dernière, le chef de Wagner, Yevgeny Prigojine, a mené une mutinerie ratée contre Moscou et le groupe a été dissous. Prigojine est mort dans un accident d'avion 2 mois plus tard. Le Kremlin se trouve alors confronté à un dilemme. Que faire des opérations de Wagner en Afrique? Après cette mutinerie, il a été décidé qu'il serait préférable d'internaliser le travail du groupe plutôt que de l'externaliser. Selon une analyse du Royal United Services Institute britannique, Moscou a rebaptisé le groupe Wagner corps expéditionnaire de l'agence de renseignement militaire russe, le GRU, avec l'objectif de recruter 40 000 soldats supplémentaires pour servir dans cette force. Son objectif est de garantir les intérêts russes à l'étranger, y compris l'accès aux ressources minérales, tout en réduisant la vulnérabilité de Moscou aux sanctions occidentales, selon le rapport. Ce qu'ils font, c'est une expansion coloniale dans les pays du Sud. Pour l'instant, ils se concentrent sur les pays africains, mais ils ont également des projets pour l'Amérique latine et certains pays asiatiques. Ils disposeront également des technologies politiques, d'experts en médias, d'officiers en renseignement spécialisés dans la compétition politique et les opérations économiques. Bref, à peu près tout pour pouvoir non seulement infiltrer ces pays du Sud, mais aussi y instaurer des régimes pro-russes. Moscou vend activement cette offre au gouvernement africain. Ils vendent cette offre comme un outil de survie de régime. Le rapport de l'Institut britannique indique que la Russie a contribué à fomenter des coups d'État militaires dans certaines régions d'Afrique et qu'elle cherche maintenant à supplanter l'influence occidentale. La France et d'autres pays européens ont envoyé des troupes au Mali en 2013
pour aider à combattre une insurrection islamiste. Elles ont été retirées en 2022 après un coup d'État militaire. Une force de maintien de la paix de l'ONU s'est également retirée l'année dernière. Plusieurs centaines de combattants soutenus par la Russie sont maintenant au Mali pour soutenir la junte au pouvoir. Moscou a également soutenu des gouvernements militaires au Niger et au Burkina Faso. Le président russe Vladimir Poutine a nié tout projet visant à éliminer l'influence occidentale de la région. Pour être honnête, dans l'ensemble, nous n'avons pas cette ambition au niveau de l'État russe. Nous nous contentons d'être amis avec eux, c'est tout. Le rapport de l'Institut britannique conteste cette affirmation et indique que le nouveau corps expéditionnaire russe montre que Moscou a enfin décidé de défier explicitement l'ordre international. Voilà, au Sénégal, après des années de tensions politiques et une incertitude qui a régné sur la tenue de la présidentielle, il a fallu quelques heures après la fermeture des bureaux de vote pour que les Sénégalais soient édifiés sur le nom de leur futur président. En effet, Bassirou Diomaye Faye, fraîchement sorti de prison et candidat de substitution d'Ousmane Sonko, a été élu haut la main, même si les résultats officiels ne sont pas encore proclamés. Le président Macky Sall et le candidat du pouvoir Amadou Ba l'ont félicité. Pour parler de tout cela, nous sommes en ligne avec Wahani Johnson Sambou, notre correspondant à Dakar. Wahani, bonsoir. Bonsoir Abdourahmane. Alors le président élu Bassirou Diomaye Faye s'est exprimé lundi. Comment est-ce que la presse locale a réagi à sa première sortie après qu'Amadou Ba a reconnu sa défaite? Alors, la presse est encore dans l'euphorie de cette élection inédite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de Bassirou Diomaye Faye, de prisonnier il y a encore 2 semaines à chef de l'État aujourd'hui. Alors, très peu de gens pouvaient parier sur ça il y a 1 an. Les médias ont bien évidemment consacré leur une à cette première sortie qui était très très attendue égard à tout ce qui se disait qu'il manquait d'expérience, qu'il n'avait pas la carrure d'un chef de l'État. Et tous se sont focalisés sur cette volonté surtout d'ouverture qui a été affichée par le tout nouveau chef de l'État, qui a essayé tout d'abord de rassurer les partenaires sur les relations qu'il compte tenir avec eux, qui seront basées sur ce qui était, mais également il demande encore beaucoup plus de respect dans les échanges. Voilà un peu sur quoi les médias sont revenus ce matin, mais également sa volonté d'ouverture. Il appelle à la réconciliation, comme vous l'avez dit, on a vécu 3 ans de crise au Sénégal qui a mis à mal le pays. Alors justement, Bassirou Diomaye Faye a essayé de rassurer un peu les partenaires internationaux en disant qu'il comptait maintenir les liens privilégiés avec ses partenaires s'il respectait le Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut en déduire? Quelle lecture en faire? Alors, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que cette déclaration n'est que le reflet du discours qui fait l'essence même de PASTEF, l'ex-parti PASTEF dont il est issu. C'est sur la base de cette volonté d'affranchissement, entre guillemets, que le projet, comme il l'appelle ici, a été bâti. Si vous vous rappelez, le discours d'Ousmane Sonko, qui est le mentor de Bassirou Diomaye Faye, s'est toujours reposé sur un sentiment, disons, particulièrement anti-français. Même si aujourd'hui, il a mis un peu d'eau dans son vin, un peu d'eau dans son bissap, comme on dit ici au Sénégal. C'est d'ailleurs pourquoi il a très tôt réussi à adhérer les jeunes à sa vision politique. Et là, Bassirou Diomaye Faye ne fait que surfer sur cette même vague. En définitive, ils disent aux partenaires que notre discours n'est pas fermé, mais il faudra désormais nous regarder dans notre et dans nos relations. Nous voulons un partenariat, mais un partenariat dans le respect. Alors, quelles sont les prochaines étapes dans ce processus avant que Macky Sall ne passe le témoin à Diomaye? Alors, pour ce qui est des prochaines étapes, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, les résultats officiels ne sont pas encore proclamés. Il faut d'abord la publication de ces résultats par la direction générale des élections. Cette direction a jusqu'à vendredi à minuit au plus tard pour justement publier ces résultats. Après, les résultats seront envoyés au Conseil constitutionnel qui va donner les résultats définitifs, ce qui va valider donc l'élection de Bassirou Diomaye Faye avant une éventuelle passation de service avec le président Macky Sall, ce qui consacrera par la suite, à l'issue d'une prestation de serment, Bassirou Diomaye Faye, 5e président de la République du Sénégal, Abdourahmane. Voilà, Macky Sall qui quitte définitivement la tête du pays le 2 avril. Merci beaucoup, Wahani Johnson Sambou.
Rendons-nous maintenant au Burkina Faso pour la note positive de cette édition. Donc on va vous faire découvrir cette initiative qui vise à promouvoir la paix, l'union, la tolérance et le vivre ensemble dans un contexte de crise sécuritaire. Des jeunes qui ont donc décidé d'organiser une rupture collective entre musulmans et chrétiens, une rupture de jeunes en ce temps donc de jeunes musulmans et de carême chrétien. Une initiative bien appréciée par les participants. Correspondance à Ouagadougou de Lamine Traoré. Il est juste passé de quelques minutes. L'imam du jour donna le ton marquant la rupture pour les musulmans. Mais ici, il n'y a pas seulement que des musulmans, aussi des chrétiens catholiques, protestants et notabilités coutumières. Si le jeune musulman et le carême chrétien coïncident, il fallait aussi penser à une rupture collective entre ces différentes confessions religieuses. Merci à toutes et à tous. Ici, il n'y a pas de barrière religieuse. Chacun pratique sa foi dans le respect de celle de l'autre. Musulmans comme chrétiens trouvent l'initiative intéressante. Abdelkader et Nicole saluent l'initiative. J'ai décidé de venir à cette rupture collective parce que bon, c'est très intéressant de voir chrétiens, musulmans. Ça veut dire qu'on est tous pareils. Avant de mettre les religions, ça veut dire qu'on peut tous vivre ensemble. C'est une très belle initiative. Je suis très contente. Voilà. C'est ma première fois de participer, mais vraiment, c'est très important. Amos Zongnaba est chrétien protestant. Il a fait le déplacement pour lui aussi soutenir le vivre ensemble. Nous savons qu'au Burkina, il y a plusieurs, confessions religieuses. Et ces confessions religieuses vivent dans une parfaite harmonie. C'est important que les Burkinabés puissent se souder. C'est important d'avoir ce type d'initiative qui montre que le vivre ensemble qu'il y a entre les Burkinabés. Et donc nous sommes très réjouis. L'idée de la rupture collective est portée par de jeunes comme Mamadi Ouedraogo. Ils estiment qu'au-delà des religions, le Burkina doit continuer à exister. L'idée, c'est vraiment se retrouver au-delà de nos divergences, au-delà de notre diversité ou de notre appartenance religieuse. C'est dire que nous sommes des Burkinabés. Le Burkina, c'est notre pays. Nous sommes une famille. Travaillons main dans la main. Restons ensemble. On est d'abord Burkinabés avant d'être religieux. Parce que le Burkina Faso, c'est notre pays, c'est le pays qui nous porte. Donc nous vivons ici. Ça veut dire que c'est Dieu qui a voulu qu'on soit différents, que chacun ait son appartenance religieuse. Mais le final, le meilleur d'entre nous, c'est celui-là qui est le plus utile aux autres. Donc pour nous, le meilleur des Burkinabés, c'est celui-là qui est utile au Burkina Faso et aux Burkinabés et à l'humanité tout entière. Au moins 1000 personnes ont participé à cette rupture collective entre musulmans, chrétiens et coutumiers. L'activité qui n'est qu'à sa deuxième édition se poursuivra les prochaines années, selon ses initiateurs, dans le but de toujours promouvoir la paix et la tolérance religieuse. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Voilà, donc c'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leur expertise et leur point de vue. Enfin, je tiens à saluer particulièrement nos correspondants, mais également l'équipe technique composée de Michel Joseph, Aïda Amdoul et Trésor Matondo. À ce micro, Abdourahmane Dia. On se retrouve très bientôt sur VOA Afrique. Au revoir.